Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir 19h30 en direct, vous connaissez notre rendez-vous 23h30 et à revoir bien sûr sur notre site LCP. C'est la dernière émission de Ça vous regarde de la saison et c'est aussi, alors c'est évidemment un peu difficile pour moi, c'est pas une émission comme les autres, ma dernière émission ici sur ce studio, sur la chaîne parlementaire. On en parlera évidemment dans quelques minutes et puis pour boucler la boucle, eh bien on a décidé, parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission depuis 11 ans, de parler d'écologie. Alors c'est pas un prétexte parce que c'est vrai qu'il y a une actualité autour de l'écologie. On a parlé des boues rouges, on a parlé du nucléaire, on a parlé de la COP21, on a parlé de tous les sujets qui avaient trait à l'écologie. Et ce soir, on va s'intéresser plus précisément à Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Je pars pas. Il fait durer le suspense, il rectifie dans la presse en expliquant qu'il n'est plus question de partir. On va revenir évidemment sur cet ovni politique qui est le chouchou des Français, puis on va s'intéresser à son bilan après un an, évidemment, parce que dans la presse, il le disait en off, eh bien, je n'arrive à avoir aucun arbitrage. C'est Bercy qui a toujours le dernier mot et il pointait du doigt Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et le ministre Lecornu. On va faire le point et puis on parlera évidemment de ce plan, de ce grand plan, dit-il, sur la biodiversité avec des mesures concrètes, la fin du plastique en 2025 et puis tenter bien de stopper cette bétonisation. On en parle ce soir évidemment et puis on parlera du nouveau défi, des nouvelles tensions qui l'attendent parce que là c'est le nucléaire et il doit apporter un calendrier précis du nombre de centrales à fermer ou pas. Et ça, évidemment, EDF fait une pression gigantesque sur les épaules du ministre. LCP.fr, bien sûr, et le JDD. Delphine Bateau, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir parce que vous êtes souvent venu sur ce plateau. Ouais, merci beaucoup de cette invitation. C'est un grand honneur. Voilà, d'une émission, moi, que j'apprécie, que j'appréciais donc malheureusement énormément. Vous êtes là encore pour 55 minutes. Voilà. Voilà, je parle au présent. Oui, mais énormément. Bon, c'est vrai pour la place donnée au sujet d'écologie, mais aussi parce que c'est une émission dans laquelle on avait le temps. C'est rare dans le paysage audiovisuel d'aller au fond des sujets. Bon. Et de débattre sereinement aussi. C'est vrai. Souvent. Alors ça n'a pas toujours été serein, il y a eu des moments de forte tension sur le plateau, mais c'est vrai que quand on parlait d'écologie, il y avait une écoute mutuelle. Vous êtes député non inscrit des Deux-Sèvres, parce que vous avez quitté le Parti Socialiste, vous êtes devenue la présidente de Génération Écologie, ancienne ministre du Développement Durable et de l'Énergie. Ça avait été compliqué, on en parlera peut-être, puisqu'on va parler du ministre. Vous avez, vous aussi, été ministre et avez connu cette pression, évidemment, de Bercy, notamment. Merci d'être là. Éric Alauzet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche du Doubs, membre de la mission d'information relative aux freins sur la transition énergétique. Et on vous invitait aussi d'abord parce que vous êtes un spécialiste, ancien député Europe Écologie Les Verts, et parce que vous êtes venu souvent sur ce plateau débattre avec nous. C'est un vrai plaisir. Xavier Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes venu souvent débattre, et pas seulement d'écologie d'ailleurs. Député Les Républicains de l'Ain, département rural, membre du groupe d'études eau et biodiversité. On y reviendra, la droite est souvent très dure à l'égard de Nicolas Hulot et de sa politique. On fera le point avec vous. Je voulais vous remercier pour l'invitation et dire que j'étais fier de participer et de partager l'émotion de cette dernière émission avec vous. Bon, l'émotion, effectivement. Attendez, on commence l'émission. Vous faites monter un peu la pression bien vite. Hervé Kev, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir parce que vous êtes un habitué de l'émission. Ça fait très longtemps que vous venez. Vous veniez d'ailleurs quand vous étiez encore de mémoire journaliste au Monde. C'était dans le vieux Monde, ça. Aujourd'hui, vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef de Reporter. On va voir la une de votre site parce que c'est un site d'information où la une change à Nantes, jardin autogéré qui réjouit les enfants et les habitants, parce que Nantes, vous y êtes beaucoup allé aussi pour parler de Notre-Dame-des-Landes. Reporter était sur place. Tout est prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe. C'est votre dernier livre au seuil. Et puis, c'est important, vous avez créé le Huloscope. Et ça a suscité d'ailleurs, visiblement, on en parlera avec vous, puisqu'il est question du ministre ce soir, une petite colère du ministre qui n'a pas beaucoup apprécié, que bien que vous auditiez en quelque sorte le bilan du ministre. Et je crois que vous vous êtes expliqué avec le ministre. On en parlera avec vous dans quelques instants. Justement, retour sur Nicolas Hulot, c'est intéressant. Il dévoilait il y a quelques jours son plan biodiversité. Il s'est battu pour l'imposer, a-t-il expliqué. On va faire évidemment le point tout de suite. Il est question pas que des petits oiseaux quand on parle de biodiversité. Il est question de bétonisation, de lutter finalement contre l'artificialisation des terres. Regardez ce sujet réalisé par Céline Martel. C'était l'audition du ministre devant la commission développement durable. Regardez. Nicolas Hulot vient rendre des comptes devant les députés après l'annonce de son plan sur la biodiversité. Le ministre de l'écologie dresse d'abord un sombre bilan du travail de ses prédécesseurs.
La France n'a pas attendu ce plan pour se préoccuper de biodiversité. Il y a une loi, il y a une stratégie, mais force est de constater que pour l'instant, il en est de l'érosion de la biodiversité comme de la lutte contre le changement climatique. Voilà, on n'est pas sur la bonne ligne, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Pour corriger cette trajectoire, Nicolas Hulot détaille ses 90 mesures visant à mobiliser les pouvoirs publics, les entreprises, les ONG et les citoyens. Il compte notamment donner un rôle important aux agriculteurs. Les agriculteurs doivent être des acteurs rémunérés pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Je pense que ce jour où nous traverserons les plaines de Beauce zébrées de haies n'est pas un jour impossible. Voilà. Mais non, je le dis, voilà. Mais pour ça, il va falloir qu'ils y trouvent leur compte. Autre mesure forte, l'objectif zéro plastique rejeté en mer d'ici 2025. En revanche, aucun calendrier n'est fixé pour stopper la bétonisation des sols. Le ministre a préféré mettre en avant ses engagements budgétaires. On a plus de 600 millions d'euros supplémentaires pour le plan biodiversité, 250 millions d'euros qui sont dédiés au renforcement des actions qui sont engagées par le ministère. Ce n'est pas totalement anodin parce que dans le contexte budgétaire actuel, d'avoir arraché ces 600 millions d'euros, c'était pas gagné d'avance. Voilà. Nicolas Hulot veut faire de la France un modèle de préservation de la biodiversité avant la COP15 sur la diversité biologique en Chine en 2020. Le lieu où tous les grands engagements internationaux seront signés pour les 20 prochaines années. Voilà, on va revenir sur le contenu de ce plan, mais juste une question, je dirais un petit peu d'analyse de ce ministre, parce qu'il y a eu deux temps. Il y a eu la première partie où, dans une interview, il explique qu'il va claquer la porte, il menace de partir, puis dans le Parisien, quelques semaines plus tard, il explique qu'il n'est pas question de partir. Et j'ai lu cette tribune de l'ONG 350.org qui dit exactement cela. Nicolas Hulot permettra peut-être aux acteurs de la société civile de se souvenir qu'ils exercent leur utilité non en se rapprochant des institutions au point de les rejoindre, mais en construisant et en cultivant une relation critique, sinon conflictuelle, avec elle. Vous qui avez été ancienne ministre, est-ce qu'ils ont raison, ces ONG qui disent après tout, vous seriez mieux, Nicolas Hulot, à l'extérieur dans la radicalité qu'à l'intérieur muselé? En fait, je crois que ce qui apparaît à tout le monde, ou à peut-être aux yeux de ceux qui n'en avaient pas conscience, c'est que le problème n'est pas une question de personne. On peut être le ministre le plus populaire du gouvernement, on peut être légitime et avoir une sincérité d'engagement pour la cause de l'écologie, comme c'est le cas de Nicolas Hulot. Mais en fait, un écologiste dans un gouvernement qui n'est pas écologiste aura toujours énormément de mal. Et ce qui est important, c'est par exemple le discours du président de la République lundi à Versailles, où sur 1h26 de discours, il y a 1 minute 26 sur l'écologie. La proportion est faible, c'est vrai. Pour dire, parce que le fond est important, pour ne pas prononcer le mot de biodiversité, et pour dire qu'en fait, le projet de société de la France, c'est que l'économie soit forte, et on ne conçoit l'écologie, la mutation énergétique, la biodiversité qui n'était pas abordée, que comme un élément qui est au service en fait du développement économique. Oui. Donc en fait le problème, c'est qu'on est face à une accélération inouïe de l'effondrement de la biodiversité, du réchauffement climatique, qui est d'une violence telle qu'elle rend caduque ce qui avait été même les programmes politiques d'il y a quelques années en disant la question c'est de faire des politiques de long terme à l'horizon 2040, 2050. Je pensais que la COP21 avait tout réglé, non? Tout ça est complètement décalé. Et en fait, ce qu'on peut reprocher à la politique actuelle, et c'est pas la personne de Nicolas Hulot qui est en cause, c'est qu'elle est en fait fondamentalement dans la continuité de ce qui a été fait depuis le Grenelle de l'environnement, de ce qui a été fait avec les conférences environnementales. Et ça, en fait, c'est dépassé par rapport à l'accélération des problèmes et par rapport aussi à la progression du niveau de conscience des habitants, des citoyens sur les enjeux de santé environnementale, d'alimentation saine, pour prendre quelques exemples, et d'effondrement de la biodiversité. Je sens que vous avez envie d'intervenir. Moi, je veux bien l'appeler Monsieur X, Monsieur Hulot, pour pas qu'on personnalise ce débat sur sa personne, mais néanmoins, il s'appelle Nicolas Hulot. Il est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, Éric Alauzet, parce que c'est vrai que, on va en parler avec Hervé Kempf, l'huloscope, bon, c'est vrai que parfois le bilan est un peu maigre, et il le dit lui-même, je ne réussis pas à avoir les arbitrages, je ne gagne pas souvent, et notamment devant le ministre de l'Agriculture. Un mot sur la personne et après plus globalement. Pascal Canfin, donc ancien ministre, WWF.
socialiste précédent que j'ai soutenu, maintenant qui dirige Greenpeace, dit Nicolas Hulot est le mieux Nicolas Hulot est le mieux placé pour mener ce travail. Donc la question de l'incarnation de la personne qui mène le projet, elle est décisive. Ceci dit, le problème, c'est la gravité du problème de l'écologie et ce qu'il est possible de faire dans un gouvernement. Qu'on me cite un pays au monde qui servirait d'exemple, on pourrait dire, bah tiens, là, c'est très très bien ce qu'ils font pour l'écologie. Ça n'existe pas. Ça fait 2 siècles que ce modèle de développement s'est mis en place avec le pétrole, les énergies fossiles, et on attendrait qu'une personne qui tomberait du ciel comme ça règle les problèmes. C'est totalement impossible. Voilà. Mais Nicolas Hulot, il est précieux à cet endroit-là, quel que soit le gouvernement en place. Et il y a eu un débat, vous le connaissez. Hein. Tous les ministres. Il y a eu un débat il y a quelques semaines. Doit-il partir, doit-il rester? Oui, mais bien sûr, parce ce débat a été posé. Tout écologiste. Et moi, le premier, on est frustré de ne pas arriver à ce qu'on voudrait faire. Delphine Batho l'a été aussi en son temps. Depuis 20 ans, depuis 25 ans que les ministres de l'écologie sont à l'action, tous ont été frustrés. D'ailleurs, d'autres ministres le sont aussi. Voilà. Donc, c'est tellement profond, la crise écologique, la crise de la biodiversité, le changement climatique, et ça vient de tellement loin qu'on ne peut pas espérer comme ça qu'une personne, quelle qu'elle soit, puisse régler le problème. Maintenant, il faut ancrer les choses pour qu'elles soient irréversibles. Et là, la question de la personnalité, elle devient décisive. Et moi, je dis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Hulot... Derrière Nicolas Hulot, pour qu'il reste. Et qu'il tienne, Je l'encourage à rester, même s'il a des revers, même s'il subit des critiques extrêmement fortes. Son action est précieuse. Xavier Breton, regardez le baromètre, c'est intéressant parce qu'il est apprécié aussi des Français, parce qu'il est en tête de ce baromètre que regardent souvent les hommes politiques pour savoir où il se situe. C'est le baromètre pour Paris Match. Il est classé premier au baromètre de popularité des personnalités politiques. C'est l'IFOP qui le publie chaque semaine. Et 64% d'opinions positives. Vous, le député Les Républicains d'un département rural, comment vous le regardez, vous, Nicolas Hulot ? Je crois qu'il y a l'image, effectivement, où il y a la cohérence d'un engagement dans la durée de Nicolas Hulot. Il y a une personne qui est sympathique, comme ça, au niveau médiatique. Mais une fois qu'on a dépassé un peu cette image, on se rend compte qu'en termes d'influence et de réalité, il y a très peu d'impact, en fait. Et c'est plus une caution écologiste au gouvernement, beaucoup plus qu'une inflexion. Vous dites quoi? C'est une caution ou c'est un coup politique? Excusez-moi, parce qu'on l'a vu aussi comme un coup politique du président. Oui, je suis pas sûr que ça marche vraiment, parce que les coups, ils sont à court terme, hein, et donc ça ne fonctionne pas vraiment auprès de l'opinion, parce qu'effectivement, on voit bien quand il y a des arbitrages à prendre, eh bien que ces arbitrages ne se font pas en faveur de Nicolas Hulot sur des textes importants sur l'agriculture. C'est vrai aussi sur le transport, sur le logement. Enfin, il y a eu beaucoup de textes où finalement, eh bien, Nicolas Hulot était plutôt en périphérie, beaucoup plus que dans un rapport de force avec ses collègues ministres. On pourrait prendre l'exemple également des déplacements du président Macron, où il va à l'étranger sur des déplacements importants par rapport au climat, je pense, avec Donald Trump. Il allait voir en Inde, en Australie, où la question climatique est importante. Jamais Nicolas Hulot fait partie de ces déplacements présidentiels où, effectivement, un ministre peut avoir sa place. C'est un ministre frugal dans ses déplacements. Voilà, il l'est peut-être moins dans d'autres dans d'autres pratiques automobiles. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il ne pèse pas, effectivement, beaucoup. Et il y a de l'affichage avec des plans sur la biodiversité, on va y venir, avec beaucoup d'intentions. On est d'accord, mais en réalité, en influence, on se rend compte que c'est quand même assez minime. Hervé Kempf fait partie de ceux, parce que le Huloscope sous-pèse son bilan. Est-ce que ce soir vous dites, oui, au bout d'un an, Nicolas Hulot, utile au gouvernement, un bon bilan, a fait avancer la cause écologiste, ou vous considérez ce soir que c'est encore bien maigre et qu'il a raison finalement de dire qu'il ne réussit pas à avoir ces arbitrages avec Bercy notamment? Oui, c'est la conclusion à laquelle on est... Enfin, je vais plutôt expliquer la démarche rapidement, parce qu'effectivement... Ça lui a pas plu, hein, d'ailleurs. Oui, mais en fait, le cas Hulot, personnellement, me fatigue et n'est pas intéressant. Voilà, la question intéressante, c'est celle qu'on a commencé à analyser avec Delphine Batho. Enfin, vous avez quand même fait le Huloscope. Oui, mais je dis en 2 mots. Et donc, qu'on s'est dit plutôt, est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que c'est un alibi? Est-ce que ceci? Tout ça, on le sait. On a cherché, en fait, à faire un Huloscope. De la même manière qu'il y a des sondages d'opinion, nous, plutôt que de faire des sondages d'opinion, on n'a pas fait de sondage, on a essayé d'être factuel, et on va continuer à le faire avec l'aide des lecteurs, et d'ailleurs de M. Hulot, s'il veut nous répondre, et d'autres personnes. Et on s'est intéressé en reprenant toutes les mesures depuis 1 an, en prenant les mesures importantes sur l'environnement et pas les plans. Par exemple, il y a eu un plan solaire qui est sorti il y a
3 semaines qui était intéressant, mais c'est un plan. Il y a un plan sur la biodiversité qui est intéressant, mais c'est un plan. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est les mesures. Qu'est-ce qui a été fait en matière d'environnement ou pas? Et donc, on a cherché, à travers ce tableau, notamment, à prendre les mesures qui étaient positives. Il y en a, incontestablement. On a cherché à prendre les mesures dans lesquelles M. Hulot, en tant que ministre, c'est le ministre qui nous intéressait, pas M. Hulot, le ministre de l'écologie avait pesé directement, et les mesures qui étaient négatives, mais dans lesquelles il ne pesait pas directement parce que c'était... Une couleur un peu plus douce sur le deuxième camembert à 33%, voilà. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est en fait quelles sont les mesures depuis un an favorables à l'environnement ou pas. Lesquelles? Eh bien, par exemple, favorable à l'environnement, vous avez l'augmentation de la taxe carbone, c'est une bonne chose. Défavorable à l'environnement, vous avez l'autorisation du grand contournement ouest de Strasbourg. Favorable à l'environnement, il y a l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Défavorable, c'est pas loin, c'est pas rien du tout. Mais défavorable à l'environnement, eh bien, il y a le jour même, par exemple, où on proclame le plan biodiversité, eh bien, il y a un décret qui passe au journal officiel sur l'autorisation d'une autoroute parfaitement néfaste et mangeuse de terres agricoles, la RN 154 dans l'Eure-et-Loire, etc. Donc on a essayé de faire ça factuellement et on va continuer mois après mois. Et on regarde en pourcentage que ça donne de nombre de décisions. Très rapidement, en juin, on voit 69% de mesures nuisibles à l'environnement et 31% qui étaient favorables. En juillet, vous reconnaissez avec quand même que c'est pas, excusez-moi, c'est pas je prends pas la défense de Nicolas Hulot dans cette émission, mais c'est pas vraiment sa faute, tout ça. C'est des arbitrages qui sont rendus par un président, un Premier ministre. J'imagine qu'il défend ses arguments. En un mot, la question, c'est pas Nicolas Hulot ou pas. C'est est-ce que ce gouvernement avance favorablement sur l'environnement? Madame Delphine Batho a été ministre de l'écologie à un moment. Ce qui était intéressant, évidemment, Madame Delphine Batho est très intéressante, est-ce qu'elle faisait était très intéressant, mais est-ce que la politique du gouvernement à ce moment-là était favorable? Ça vous aurait agacé, Delphine Batho, un huloscope sur Reporter en essayant de sculpter toutes ces mesures avec le pour et le contre, parce qu'on voit que c'est pas, voilà, il y a plus de rouge que de vert. C'est agaçant pour un ministre en même temps. Non, j'avais moi-même fait un tableau de bord. D'accord. Qui était rendu. Ah, c'est vous qui l'aviez fait, d'accord. Ouais. Mais en fait, à peu près dans la même période. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le caractère structurel de la situation, indépendamment des qualités des personnes et de leur talent personnel et de la façon dont elles peuvent mettre une popularité au service d'une cause, de ce qui est dans le fonctionnement du pouvoir en profondeur, la non-compréhension par les élites de ce pays de ce qu'est l'anthropocène, ça conduit à une situation qui aboutit souvent à ce que j'appelle le ministre de l'écologie bashing. Ce qu'il a subi un peu d'ailleurs. Ce que disait un peu Hervé Kempf, c'est-à-dire on fait des commentaires sur les ministres, etc. Et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur les citoyens, moi je crois qu'il l'apprécie, les Français aiment Nicolas Hulot. Oui. Il a la cote. Oui, mais sur la pétition. La pétition ONG 350, c'est-à-dire globalement vous êtes mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Soyez radical. On a besoin qu'il y ait un rapport de force. Croire qu'il y a un rapport de force dans la société. Je vais prendre un exemple. Je suis persuadée que s'il y avait eu une manifestation, 200 000, c'est une discussion que j'ai avec les ONG, 200 000, 300 000 personnes sur l'interdiction du glyphosate, sur la sortie des pesticides, je pense que ça aurait changé la configuration. Ça modifiait. Ça aurait changé la configuration du débat parlementaire. Donc on est dans un moment aujourd'hui, compte tenu de toutes les résistances qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas propres à ce gouvernement, mais qui sont toujours là et qui sont puissantes, on a besoin aujourd'hui qu'il y ait un rapport de force qui permette d'exprimer ce qui est en train de se passer dans la société, où il y a implicitement et de façon diffuse une majorité culturelle qui en a marre des pesticides, qui veut une alimentation saine, qui trouve ça incroyable qu'on évoque comme ça benoîtement la disparition de 80% de la biomasse des insectes et d'un tiers des oiseaux. C'est plus possible. Donc, il faut qu'il y ait cette mise en mouvement. C'est indispensable si on ne veut pas être simplement les spectateurs, effectivement, des arbitrages entre ministres. Parlons-en du glyphosate. C'est vrai que c'est un sujet qui lui a été reproché souvent dans les interviews régulièrement. On lui disait, mais le glyphosate, vous n'avez pas réussi à le faire inscrire dans la loi. Vous pensez qu'avec une poussée citoyenne d'ONG, de personnes qui seraient descendues dans la rue... Fait pour faire interdire les néonicotinoïdes. Absolument. Il n'y a pas eu cette poussée-là et c'est vrai que Nicolas Hulot s'est retrouvé un peu isolé.
Rien ne dit qu'on réussirait à faire descendre dans la rue suffisamment de personnes pour que ça ait du sens. Mais je veux insister sur le fait de l'ambiguïté et l'ambivalence de la vie de nos concitoyens. Quand vous leur posez la question, est-ce que l'écologie c'est important? Vous pouvez même illustrer, par exemple, du changement climatique, de la biodiversité, à 99%, allez 95%, ils vous disent tous, c'est très très important, c'est prioritaire. Et dès que vous mettez cette question en parallèle d'autres sujets, ça arrive en 7e, 8e. Vous mettez quoi en face, par exemple? Eh ben, vous mettez l'éducation, vous mettez l'emploi, vous mettez la sécurité. Il redescend. Ça redescend systématiquement. Et très souvent, quand vous traitez un sujet tout seul, il n'y a pas de problème, ça avance. Si vous le mettez en confrontation avec d'autres sujets, il peut passer à la trappe. Parce que les gens diront, ah mais oui, mais alors à ce moment-là, le prix de l'essence à la pompe, n'est-ce pas, chers collègues? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si vous n'appréciez pas Nicolas Hulot, c'est parce que finalement, enfin si vous l'appréciez, parce que ça vous sert finalement politiquement à exciter un petit peu les gens sur le pouvoir d'achat. Vous connaissez comme Éric Alauzet, pour certains, la taxe écologique, elle est lourde. C'est pour ça que Nicolas Hulot s'attache à trouver des compensations pour que les gens, par exemple, s'ils changent de voiture, une voiture ancienne, qui consomme beaucoup, en particulier c'est le diesel, pour passer à avoir 2000 euros d'aide financière pour changer votre voiture. La prime aussi pour le chauffage, qui est 150 euros par an, c'est pas assez, mais c'est toujours ça. Donc il s'applique à ce que ces incitations à changer ses comportements ne soient pas trop pénalisantes pour les usagers. Donc vous voyez, l'ambiguïté de nos concitoyens fait que c'est jamais gagné. Sur le glyphosate, c'était votre question. Oui, parce que ça a été une poussée. Mettez-le dans la loi. Bien sûr, mais à la ville de Besançon, en 2001, on a arrêté le glyphosate. Moi, ça fait 20 ans que je suis pour retirer les mauvaises herbes. D'accord. Ça fait 20 ans que je suis sur ce sujet. Pendant 20 ans, tout le monde s'en a à peu près désintéressé. Vous avez une alternative, vous, à Besançon? Oui, on arrive à faire autrement avec ce qu'on appelle le biocontrôle, avec des produits naturels, des animaux, des coccinelles, qui font qu'on a... Non, parce que l'argument du ministre, c'est de dire qu'il faut encore 3 ans de recherche pour trouver l'alternative. Personne ne s'y est intéressé pendant 20 ans. Tout à coup, tout le monde se réveille, et puis là, on le demande d'un claquement de doigts d'arrêter le glyphosate. La France s'est battue à l'Union européenne, avec l'aide de l'Allemagne. Ils ont réussi à passer de 10 ans à 5 ans. Quand il a fallu passer de 5 ans à 3 ans, la France s'est retrouvée toute seule. L'Allemagne a lâché. On peut imaginer les raisons pour lesquelles l'Allemagne a lâché. La France s'est retrouvée toute seule. Le consensus s'est fait à 5 ans. C'est quoi les raisons d'ailleurs? C'est parce qu'il y a des usines en Allemagne qui fabriquent. Il y a des agriculteurs, il y a des fabricants de produits chimiques, etc. qui ont des intérêts, il y a des emplois derrière, etc. Vous connaissez les arguments. La France, le président et Nicolas Hulot sont rentrés en France. Ils disent bon, ok, on a perdu 5 ans, mais nous en France, on va le faire à 5 ans, sans transposer. À 3 ans, 3 ans. 3 ans, oui. On va le faire à 3 ans. C'est court, sans transposer. Mais pas dans la loi. Moi, j'avais déposé un amendement pour le faire à 3 ans. Mais je savais aussi que ça n'aboutirait pas, parce qu'ils ne voulaient pas surtransposer. Même le rapporteur du texte. La question, c'est avec les paysans. Moi, je le fais avec les paysans dans ma circonscription, de voir comment, en 3 ans, on va sortir du glyphosate. C'est ça qui est important. C'est qu'on le fasse en vrai, dans la vraie vie. Voilà. Xavier Breton, une réaction, puis notre sentinelle citoyenne qui voulait intervenir. Ce que je crois, quand on parlait par exemple de la hausse du carburant, etc., on se rend compte qu'il y a une vision de... C'est écologique, ça, ou c'est douloureux? Écologie, oui, mais qui est trop souvent punitive, c'est ce qu'on dit, et pas assez incitative. Et pourquoi elle est punitive aussi? Ça tient au fonctionnement de notre État, et notamment de la technocratie. C'est-à-dire que c'est pour les ministères, notamment pour Bercy, l'occasion d'avoir des recettes supplémentaires que de faire une hausse du carburant. Et donc, on rentre dans des logiques de fiscalité écologique, dont le but est peut-être un peu de réorienter les comportements, mais surtout d'avoir des recettes supplémentaires. Donc c'est là aussi où le combat écologique, si on veut le mener, il doit être au cœur, il ne doit pas être pollué par des considérations budgétaires, etc. Et on voit bien, et je reviens tout à fait à ce que disait Delphine Bateau tout à l'heure, que dans le discours, par exemple, du président Macron, si vraiment il est convaincu de la lutte qu'on doit faire pour le maintien de la biodiversité, s'il est convaincu qu'on est dans une crise écologique majeure, il devrait quand même en parler beaucoup plus. Donc on voit bien qu'il n'y a pas au cœur même de notre appareil d'État cette conviction, que ça doit être un combat très largement partagé. Et encore une fois, je pense que c'est la technostructure qui utilise tous ces débats écologiques pour rentrer dans des logiques qui sont celles d'une fiscalité, d'une écologie punitive qui ne sert absolument pas la cause écologique. Sur l'essence, c'est vrai que c'est mal compris des Français. Regardez, c'est juste ceux qui souhaitent que Nicolas Hulot quitte le gouvernement. Alors on ne va pas faire évidemment ce petit jeu dont parlait Hervé Kempf tout à l'heure, mais il y a eu des sondages, 36% des personnes interrogées estiment que Nicolas Hulot devrait quitter le gouvernement, puis 33% qu'il devrait rester. Tout ça est assez serré. Delphine Bateau, avant de nous pencher sur la biodiversité, parce qu'il y a plein de sujets qui passionnent les Français, le plastique, la bétonisation, un mot quand même sur Édouard Philippe et le président Macron. Vous qui avez une expertise, qui avez été ministre, est-ce que vous les trouvez écologistes? Non, pas du tout. Ouais, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Non. D'ailleurs, rien. Non, je pense comme tout président de la République.
On peut prendre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Vous avez la tendance... Vous avez connu François Hollande. Vous avez la tendance dont il faut plutôt se réjouir, même si ça reste modeste, des présidents de la République, à comprendre que l'enjeu climatique notamment est au centre aujourd'hui de la géopolitique internationale et que par rapport à la place de la France sur la scène internationale, c'est bien de s'emparer de la question du climat. Et Macron l'avait fait face à la décision de Trump de sortir de l'accord de Paris. Il y a des filières, oui, il y a des... Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'en profondeur, il n'y a pas de compréhension du caractère global, systémique et central de la question écologique, du lien entre l'accélération du réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles qui sont derrière le modèle de croissance économique, de l'hyperconsommation, la crise sanitaire liée aux produits chimiques. Voilà, tout ça fait un tout qui fait qu'on a changé d'époque, on est dans une ère qui s'appelle l'Anthropocène. Et ça, moi je me souviens d'une bataille sur un communiqué du Conseil des ministres, vous voyez, à l'époque, pour qu'il y ait le mot Anthropocène et raréfaction des ressources. Et en fait, c'est le même débat que celui qu'on a aujourd'hui pour savoir si on a le droit de parler des limites planétaires ou pas dans la Constitution française. On n'en a qu'une planète, hein, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a un blocage qui est celui des élites qui ne veulent pas réviser le modèle économique dans lequel on est installé. Hervé Kempf, allez-y, parce qu'il y a notre sentinelle et j'ai un reportage à vous montrer. Une anecdote très significative avec les images qu'on a vues. Donc, la veille de cette présentation du plan biodiversité, il y a un Facebook entre Monsieur Hulot et avec Monsieur Hulot et avec Monsieur Édouard Philippe. Alors, surprise, Édouard Philippe dit « Jared Diamond, j'ai lu, c'est un grand livre d'un écologue historien américain sur l'effondrement qui est sorti il y a 10 ans et qui a fait un travail d'historien pour voir comment un certain nombre de civilisations s'étaient effondrées. » Surprise générale de Nicolas Hulot. Édouard Philippe parle très bien de Jared Diamond. C'est un livre qui m'a marqué, c'est très impressionnant, etc. Bon, formidable. On se dit, oula, un choc. Le lendemain, un choc. Le lendemain, présentation du plan biodiversité. On va faire tout et on va lutter contre l'artificialisation des sols. Une journaliste de Reporter pose la question au Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que pourquoi vous acceptez le grand contournement ouest de Strasbourg et celui de Rouen alors que ça va artificialiser des sols? Réponse de Monsieur Édouard Philippe, et on va y revenir dessus parce que c'est vraiment important. Tout le monde n'est pas d'accord pour arrêter du jour au lendemain l'artificialisation des sols. Et même tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien de construire. Deuxième, on ne va pas se fixer d'objectifs et d'échéances parce qu'on ne les tiendrait pas. Donc être efficace, c'est ne pas se fixer d'objectifs et d'échéances qu'on ne sera pas capable de respecter. Moralité, la veille, il dit la civilisation s'effondre, il faut faire quelque chose. Le lendemain, il présente un plan d'artificialisation et il dit contre l'artificialisation des sols et il dit on ne va pas se fixer d'objectifs, on ne va pas se fixer d'échéances et tout le monde est d'accord pour continuer à Breton. Il y a un problème. Si vous permettez. Et le surlendemain, parce que Xavier Breton. Et le surlendemain. C'est un feuilleton cette histoire. Le surlendemain, il y a eu une initiative destinée à mettre en valeur le plan biodiversité avec des entreprises qui s'engagent pour la biodiversité. Initiative, pourquoi pas. De grosses entreprises. Voilà. Sauf que dans les entreprises en question, il y a BASF. Il y a Bayer qui vient de racheter Monsanto et qui fabrique le glyphosate. Il y a Total qui vient de décider d'être autorisé à importer 300 000 tonnes d'huile de palme en France pour faire des agrocarburants. Et ça, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire, c'est une forme de greenwashing. Qui est juste pas possible. Et parce que quand même, faut lire les engagements des entreprises. Alors, vous avez Bayer qui vous explique que sur chacune de ces usines, ils vont mettre 3 trucs pour qu'il y ait un petit peu de pollinisateurs, etc. Mais sortiront les bidons. Voilà. C'est ça, on est d'accord. Juste, Xavier Breton, question concrète. Député de l'Ain, député d'une zone rurale. C'est la problématique que vous souleviez, c'est-à-dire la contradiction des Français. À la fois, ils veulent plus d'écologie, ils veulent être dans un air plus respirable, et en même temps, comme dirait l'autre, ils vous réclament des routes pour relier le canton de la grande ville. Comment on fait quand on est un élu local? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit c'est pas possible, on peut pas construire cette route parce que... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on prend l'exemple de l'artificialisation des sols. C'est une préoccupation qui est prise en compte aujourd'hui au niveau local. C'est pour ça qu'il y a un plan national qui est annoncé. Mais en fait, quand vous regardez
Nicolas Hulot, concrètement, dans un département comme l'un, puis j'imagine que c'est comme ça dans nos départements, vous avez des schémas de cohérence territoriale qui ont été prévus, qui justement luttent contre cet étalement urbain, soit par des zones de lotissement, soit par des zones... Ça, c'est les maisons, moi je parlais des routes. Et après ça, Non mais voilà, on vous dit, moi je perds un temps fou, il faudrait nous mettre une 4 voies, il faudrait pouvoir nous mettre des axes pour qu'on se déplace vite, ça vous l'entendez quand vous êtes un élu. Tout à fait. Mais ça, moi je suis sur les infrastructures de transport, je défends la nécessité d'infrastructures qui permettent effectivement d'aller rapidement, parce que... Ah ben vous voyez, on y arrive. Non, mais quand on est dans des zones... Franchement, moi je suis à Bourg-en-Bresse, j'ai le TGV en 1h50 pour venir à Paris, quand je vois mes collègues qui sont du Cantal, etc., et on leur dit, on augmente le carburant, on passe à 80 km/h, on met plus de temps pour faire des trajets que dans les années 80, il faut comprendre qu'il y a des territoires qui ne peuvent pas entendre ça. Alors après ça, quand on est dans des secteurs qui sont déjà fortement sollicités, des métropoles, des agglomérations, là effectivement il peut y avoir... Mais je vous ai vu réceptif, Éric Alauzet. Ce que je veux dire par là, c'est que ce travail, par exemple sur les sols, il se fait, c'est un message des chambres d'agriculture depuis des années. Le problème, c'est que ce gouvernement n'a pas confiance dans les corps intermédiaires, que sont soit les chambres consulaires, soit les élus locaux, et qu'ils annoncent un plan qui va venir par le haut, mais qui en fait ne va pas répondre. C'est pareil, une autre politique qui est préconisée sur la pollution lumineuse. Il y a combien de communes qui se sont engagées d'elles-mêmes aujourd'hui et qui sont en train de le faire déjà, Et c'est très bien, il faut inciter, mais c'est pas l'État qui doit décider tout de haut en bas. Juste très, très court, parce qu'on va partir au bord de la mer pour s'intéresser précisément à la biodiversité sur un site naturel, mais je vous ai vu finalement dire, bah oui, c'est tout le problème. Vous êtes un élu local, vous êtes un écologiste, estampillé écologiste, tout le monde le sait, et en même temps les Français vous disent, mais vous avez vu le temps que je mets pour rejoindre Besançon, comment on fait? Et là on est face à un paradoxe. Est-ce que le politique doit trancher net sur ces sujets? Vous voyez ce que vient d'expliquer mon collègue breton illustre parfaitement la façon dont nos et le doux raisonne. Ce qu'a dit tout à l'heure Hervé Kempf sur on annonce le plan de biodiversité et le lendemain la même personne, le Premier ministre, dit bah écoutez, moi je suis confronté parce qu'il y a de l'inertie. Il faut prendre en compte ça. Il y a de l'inertie, il y a des projets qui sont lancés de loin, il y a un mode de vie culturel qui est lancé de loin, qu'on ne changera pas du jour au lendemain. Et vous pensez bien qu'en tant qu'écologiste, depuis 25 ans, près de 30 ans, plus que d'autres. Le mode de vie, c'est quoi? C'est le voiture, c'est le fait qu'on soit en voiture. Au scepticisme, au rejet des propositions que je pouvais faire parce que ça bouleversait trop nos modes de vie. Donc moi, je l'ai vécu peut-être encore plus que vous, parce qu'on attendait beaucoup de moi, et c'était mon élan naturel de peut-être combattre le contournement de Besançon à l'époque ou d'autres choses comme ça. Mais très souvent, j'ai perdu. Très souvent, j'ai perdu parce que la société n'est pas mûre. On a changé d'époque. Oui, on n'a pas complètement. Mais pas complètement. Au niveau de l'arbitrage final, on n'a pas encore gagné. Bercy Chez les Verts, toujours là. Il y a 20 ans, on disait on a gagné la bataille culturelle. On le croyait. Parce que quand on interrogeait les gens, déjà à l'époque, ils disaient que oui, il faut faire prise comme de conscience. Et puis en vrai, on le faisait pas. Regardez ce sujet réalisé par François Goulin et François Chauvray. On part au bord de la mer. Bah oui, il y a des Français qui sont en vacances. Le Cap Béar, près de Collioure, site naturel. C'est un état des lieux de nos deux reporters pour savoir exactement l'état de la biodiversité, la faune, la flore et son état. Regardez ce reportage. La journée commence au large de Collioure. Le bateau du parc fend l'écume, direction le Cap Béar. On va aller de la pointe du Cap vers Sainte-Catherine en essayant de compter toutes les espèces de poissons habituelles. Ici, la faune sous-marine a subi des décennies de pêche intensive. Les agents du parc comptabilisent depuis 4 ans les espèces pour faire l'état des lieux des dégâts. Il y a vraiment 2 espèces emblématiques qui sont interdites. Ce sont le mérou et le corbeau. C'est 2 espèces qui étaient très prisées par les pêcheurs parce que c'est des gros poissons. Et vu les effondrements des stocks, ces 2 espèces-là ont été protégées. Et on espère que progressivement, ça va remonter. Pour lutter contre le braconnage, les fonctionnaires enfilent leur uniforme de police de l'environnement. On est du parc naturel marin, de la police de l'environnement. Vous connaissez les tailles pour les poissons? La sensibilisation des pêcheurs fait son chemin, mais il faut aussi gérer les plaisanciers très nombreux l'été qui doivent jeter l'ancre sans abîmer les fonds marins. Cette zone est très fréquentée et pour protéger ces fonds, pour éviter que les bateaux jettent l'ancre, on a mis en place ce type de dispositif qui, du coup, n'abîme pas le fond. Et les bateaux peuvent tout de suite aller s'amarrer en sécurité sur ces dispositifs. Fin de la journée, les agents doivent encore ramasser les déchets sur les plages et les comptabiliser. Pour un parc marin de la taille d'un département, ils ne sont que 7 sur le terrain. Le système est au bord de la rupture, selon son responsable.
On a 4000 km² de territoire, plus d'une centaine de kilomètres de côte. Des enjeux multiples, une très forte fréquentation. Il y a des choses sur lesquelles on est obligé de sélectionner des priorités pour être plus présent à certains endroits, moins à d'autres. Donc effectivement, dès lors qu'on a des effectifs limités, on est obligé de faire des priorités et de sacrifier certains domaines d'activité, quoi. Les 9 parcs marins et 10 parcs nationaux ont perdu 200 emplois ces dernières années selon les syndicats. Hervé Kempf, c'est ce genre de reportage que vous aussi, reporter, vous pouvez faire sur le terrain pour diagnostiquer. Juste quel regard vous portez? On a eu le débat tout à l'heure sur les routes, mais là, le débat est le même sur la mer. Des marins, avec des élus politiques qui vont à la rencontre des marins pêcheurs, qui ne s'en sortent plus, qui ont des difficultés. Et en même temps, il y a cette réalité d'une pêche intensive et des marins qui vous disent « mais nous, on est obligé de pêcher beaucoup parce que les prix ont baissé, donc on doit avoir plus de volume ». Comment on règle cette question? Quel regard vous portez sur... Parce que c'est quand même cette pêche intensive qui a détruit en partie les fonds. C'est très significatif et ça renvoie à la question des taxes qu'on a évoquées. Parce que, en fait, sur les par carburants. exemple, il y a une taxe sur le carbone. Elle est importante. Elle génère maintenant des recettes importantes. Ce qu'on pourrait se dire, c'est la taxe sur le carbone. Les Françaises disent on paye sur la pollution, elle aille pour l'environnement. Or, elle ne va pas sur l'environnement. Ouais. Et dans l'environnement, vous vous opposiez tout à l'heure sans vouloir le faire, mais dans les sondages, l'environnement est souvent opposé à l'emploi. Mais si vous avez une politique d'environnement, vous allez aussi créer des emplois. Donc les Français, ils peuvent attendre ça. Or ça, c'est des choix politiques de faire en sorte que la taxe carbone n'aille pas vers une politique d'environnement. Deuxième question, deuxième exemple, les agences de bassin. Oui. C'est quelque chose qui est absolument reconnu, qui est très populaire, qui est très bien géré depuis des années, depuis la loi de 1964. Donc c'est des redevances importantes. Or, de plus en plus, l'État pille, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur François Sauvadet, président de l'agence de bassin Seine-Normandie, et il y a eu l'agence, enfin vous connaissez très bien, il y a 2 agences qui protestent, on prend l'argent des agences de bassin pour financer la politique biodiversité. Oui. Vous voyez, il y a vraiment ces choses qui font. On parle de la taxe sur les carburants, c'est aussi parce que le pétrole est en train d'augmenter, il faudrait se demander pourquoi le pétrole est en train d'augmenter, en train de passer 70 $. Oui, mais c'est aussi la ressource, les problèmes globaux qu'évoquait tout à l'heure Delphine Batho. On parle des avions. Il n'y a pas de taxe de carburant sur les avions. Donc on est dans une situation absurde où beaucoup de gens vont aller par exemple à Toulouse ou à Marseille ou je ne sais pas où en avion alors qu'on pourrait prendre le train. Et que dans les territoires ruraux, on a besoin des petites lignes. On a aussi besoin d'entretien des routes. Avant de faire de nouvelles autoroutes, entretenons toutes nos routes. Moi, je connais bien la Lozère. Je peux vous dire que vous citiez le Cantal, on a besoin des routes. On a besoin des petites lignes de chemin de fer qui créent de l'emploi, qui innervent, qui font vivre les départements, qui font vivre les territoires ruraux. Donc vous voyez, ça c'est des choix politiques. C'est pas les Français veulent ou ne veulent pas. C'est simplement, il y a des choix politiques et qui empêchent de satisfaire les Français qui sont d'accord pour payer pour l'environnement à condition que les recettes de ces taxes soient utilisées et le voient concrètement dans leur vie quotidienne. Et c'est ça qui n'est pas fait en ce moment. Une question sur la biodiversité. Il y a les fonds marins, il y a évidemment les poissons, et puis il y a ce qui est dehors. Je pense au plastique, puisqu'on parle beaucoup du plastique dans la mer. Dans le plan biodiversité de Nicolas Hulot, il y a l'idée de supprimer ces plastiques. Alors éclairez-nous, parce que c'est 2025, c'est-à-dire demain. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce plastique? C'est un bon exemple de la façon dont il faut changer de braquet. En fait, il s'agit d'un objectif. Voilà, donc c'est plus intéressant, vous voyez les mesures qui disent tel et tel et tel plastiques jetables vont être interdits, que de dire qu'on va se fixer, la nation va se fixer un objectif de 0 rejet de plastique dans les océans. Plastique non biodégradable. Non mais au moment par exemple du Grenelle de l'environnement, c'était on se fixe comme objectif de développer tant de % d'énergie renouvelable. La loi sur la transition énergétique, c'était on se fixe comme objectif de diminuer de tant de % le nucléaire. Les objectifs dans les lois, ça vaut rien. Voilà, il y a que les décisions concrètes qui comptent et c'est ça. Donc un des changements. Encore du plastique dans la mer. C'est un des changements à opérer aujourd'hui. Il y a une chose que je voudrais dire sur la biodiversité qui me semble pas assez marquée, c'est qu'en fait, depuis très longtemps, historiquement, on avait une politique de la biodiversité qui était une politique des espèces remarquables ou des espaces remarquables avec les parcs nationaux, les parcs marins. Tout ça est très bien, il faut le continuer. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la biodiversité ordinaire. C'est les coccinelles, les mouches, les sauterelles. C'est ça en fait qui est en train de s'effondrer. Et c'est la base des écosystèmes. Et en profondeur derrière, il y a les questions d'artificialisation des sols, de pollution lumineuse, mais aussi de notre modèle agricole et des pesticides, qui est un des facteurs majeurs de destruction du vivant.
Xavier Breton, vous le député des Républicains, votre groupe est parfois très critique à l'égard de la politique de Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez le sentiment à travers vos électeurs que on a changé de monde? Tout à l'heure, on a dit voilà, tout le monde est prêt, les gens sont prêts, vos électeurs sont prêts, vos habitants de l'Ain sont prêts. Je crois qu'il y a effectivement des évolutions aujourd'hui de comportement qui sont très fortes dans des demandes et des changements de comportement qui sont à faire au niveau citoyen et puis au niveau également des élus. Et puis, dans le même temps, je pense qu'il y a ce fossé qui se creuse dans l'absence de réponse par rapport à des problèmes qui sont concrètement vécus. Moi, je voudrais prendre un exemple on parle des plantes invasives, des espèces invasives, mais par exemple la pyrale du buis qui est en train de se propager sur tout notre territoire, où très clairement l'action de l'État n'est pas à la hauteur. La question a été posée en commission de développement durable. On a vu le ministre Nicolas Hulot. Elle provoque quoi sur ses conseillers en disant c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Cette pyrale, qu'est-ce qu'elle provoque? C'est simplement une chenille qui grille complètement le buis. Il faut aller voir sur les plateaux d'Ardèche, par exemple. Tout à fait. Donc ça détruit en fait. Ça, c'est tout ce qui est, c'est pareil, dans beaucoup de départements, c'est en train de monter. Et donc tout ça amène avec des risques effectivement d'incendie, une détérioration des paysages, avec également pour les pâturages des conditions qui sont complètement changées. Tout ça, c'est vécu concrètement. On roule sur les papillons l'été, mais vraiment. Absolument. Et on dit mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a rien qui est fait. Et l'État est complètement absent de sujets qui sont quotidien. Et c'est ça aussi où je pense que sur des sujets comme ceux-là, nos concitoyens se disent il se passe quelque chose qui n'est pas normal, c'est se rendre compte qu'effectivement, il y a pas, je ne dis pas que c'est facile à régler, mais qu'en tout cas, il y ait une volonté qui soit affichée. Une action. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chacun fait à son niveau, il y a des associations qui se montent, il y a des communes qui essayent de trouver des solutions, mais en fait, aujourd'hui, on n'en a pas. Et c'est là où l'État devrait avoir un rôle vraiment moteur et qui n'a pas aujourd'hui. Et en fait, juste sur l'État, parce qu'on le voit dans le reportage sur le parc. Là, il manque du monde. En fait, les capacités d'action, c'est pas pour rouvrir le débat sur le mauvais budget de l'écologie. Et donc de Nicolas Hulot. Les capacités en ingénieurs, en techniciens, en scientifiques, etc., de l'État et d'expertise autonome, etc., elles ont été détruites par les révisions générales des politiques publiques successives. C'est le ministère qui a perdu le plus d'agents. Le ministère de l'écologie, et qui a perdu le plus d'agents en plus sur le terrain, dans les directions départementales, etc. Et donc ça a des conséquences aussi sur la capacité de l'État à avoir sa propre autonomie d'expertise et sa capacité de réponse. Vous voulez répondre parce que vous incarnez la majorité, vous êtes l'aile écologiste, mais il y a des vérités dans ce que dit Delphine Batho. Du buis, c'est un sujet parmi beaucoup d'autres. Et on arrive dans une situation, avec notamment le changement climatique, on a de plus en plus d'émergence de maladies nouvelles, de parasites, avec un changement de latitude, avec des parasites notamment qui remontent depuis l'Afrique jusqu'à l'Europe. Et donc, il y a une course de vitesse qui va s'établir et qu'on n'est pas sûr de gagner. Ça fait partie de la question de l'effondrement dont on parlait tout à l'heure avec des problèmes sanitaires, pas que des problèmes environnementaux. Sur les plastiques, l'objectif, c'est qu'en 2025, il faut bien se fixer des objectifs. La politique, c'est aussi fixer de long terme. Donc c'est concrètement, il y aura pas tout. Qu'il n'y ait plus de plastique rejeté dans les océans. Parce que ça commence par du pétrole. C'est bien de le dire. Du pétrole qu'on extrait, qui s'épuise, qui pollue et qui tue les poissons. Et ça se termine par une bouillie de plastique. On ne peut même pas les rechercher dans les océans, parce que c'est de la bouillie. Donc, interdire certains objets, on verra. Les pailles, par exemple. Les pailles, les cotons-tiges, les couverts en plastique, etc. On verra les lobbies qui se mettent en place à ce moment-là, mais il faut le faire. Ceux qui aiment les faire en sorte que tous les plastiques soient recyclables. Et que chacun, dans sa cuisine, ne se pose pas de questions, que tout puisse aller dans la poubelle des recyclables. Dernier point, petite réponse à Hervé Kempf sur l'affectation des taxes environnement. C'est une bonne idée, non ? Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat entre l'affectation environnementale, l'affectation sociale qui peut se défendre. Si jamais il y a une intolérance, si le prix du pétrole augmente beaucoup, peut-être qu'il faudra restituer une partie de la taxe aux habitants pour pas qu'il y ait d'insurrection ou d'intolérance à la taxe carbone. C'est étrange, surtout pas abandonner la taxe carbone. C'est-à-dire qu'ils payent plus cher puis on leur rembourse derrière. Et la restitution économique peut se défendre aussi dans la mesure où on finance le travail, c'est-à-dire l'énergie humaine, et on taxe l'énergie fossile. Donc ces trois pistes se justifient, ça peut être un équilibre entre les trois, et en fonction des situations, du contexte économique, social, environnemental, on peut plus ou moins arbitrer en faveur de l'un ou l'autre. Mais il faut les trois. Alors, je vous présente Alexandre, c'est une sentinelle, un habitué de notre émission, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est avec nous ce soir. Je le salue parce que vous êtes venu parfois pousser des coups de gueule incroyables, pas toujours pour parler d'écologie d'ailleurs, pas et récemment pour autre chose, vous avez fait un buzz incroyable sur Facebook. Est-ce que vous avez une question sur ces questions d'écologie? Parce que régulièrement vous nous parliez de Nîmes, alors je ne sais pas si ce soir vous êtes à Nîmes. Quel est votre regard sur cette question et sur Nicolas Hulot? Très franchement, Arnaud, pour répondre rapidement sur la question de l'écologie, alors l'économie qui gouverne,
Ça, c'est la réalité actuelle. Et pour l'humain et la nature, ce serait mieux que ce soit l'écologie qui gouverne. C'est une question de bon sens. Mais Arnaud, ce soir, j'aimerais vous dire merci. Comme citoyen, car chaque soir, vous nous avez permis aux sentinelles citoyennes de prendre la parole sur la plupart des sujets sociétaux et politiques, et que cela devienne tellement rare dans les médias, à part à la radio et dans les JT. J'aimerais vous dire merci, parce que sur votre plateau, avec vos équipes, je ne me suis jamais senti jugé, mais écouté. J'aimerais vous dire aussi que vous êtes un très grand journaliste politique, neutre, indépendant, que je n'ai jamais réussi à savoir si vous étiez de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. Je n'ai jamais réussi. C'est vrai. Voilà, ce soir, je suis triste, même si je sais que vous allez rebondir ailleurs. Triste parce que certains restent quand d'autres partent. Et parfois, les odeurs de l'injustice peuvent profondément blesser, pour ne pas citer Aziza. Et en tous les cas, pour vous dire la vérité, je ne sais pas combien de participations j'ai faites chez vous. Peut-être que je devrais même avoir un salaire, mais j'espère avoir gagné votre amitié. Oui. Je suis sûr qu'il y a un très bel avenir qui s'ouvre à vous ailleurs, avec de nouvelles lumières. Pardon de ne pas avoir parlé d'écologie, même si vous savez que j'aime profondément l'écologie. C'est l'humain aussi. Mais moi, je suis très triste. Et politiquement, j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent et aux politiques qui nous écoutent, la chaîne parlementaire, j'espère qu'un jour vous reprendrez Arnaud, ou j'espère que n'importe quelle chaîne avec de l'audimat prendra Arnaud, parce que c'est un des meilleurs journalistes qui fait parler des citoyens. Alors, Alexandre, il faut arrêter parce qu'ils vont... Merci. Évidemment, des applaudissements. C'est la première fois qu'on applaudit depuis 11 ans sur le plateau. Et en plus, je voulais vous dire, quand même, pour vous rassurer, que je ne vais pas écrire son texte, je ne vais pas envoyer par mail. Alexandre est souvent venu. Ben justement, on va faire juste une petite pause en images, parce que je crois que certains, j'ai pas vu, il nous reste encore quelques petites minutes, mais je vais vous faire découvrir dans quelques instants quelques magnétos un peu historiques et vous ne serez pas dépaysés, Delphine Bateau. Donc évidemment, après cette séquence émotion, j'en profite quand même, parce qu'Alexandre me permet de le faire, de remercier les centaines de sentinelles citoyennes qui sont inscrites sur lcp.fr, parce qu'il n'y a pas eu qu'Alexandre tous les soirs chez nous, il y a eu une multitude d'acteurs qui n'étaient pas toujours d'accord avec les invités politiques en plateau et qui sont venus s'exprimer en toute liberté sans avoir jamais été censurés, en interpellant députés de gauche et de droite, et ça c'était évidemment un élément très fort. Merci Alexandre, je remercie toutes nos sentinelles et je les embrasse parce qu'elles ont été souvent actives, on les sollicitait le soir, pendant le travail, c'était pas simple. Un dernier mot sur le modèle écologique. Delphine Bateau, on a compris que vous étiez reparti sur un nouvel espace politique, Génération Écologie. Ma question ne sera pas politique, c'est une question de modèle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on, comme à l'époque du Grenelle de l'environnement, on peut dire aux Français, vous allez pouvoir continuer à avoir votre niveau de vie, votre qualité de vie, vos vacances, votre voiture, en ayant des mesures sur l'écologie, parce qu'on a l'impression que parfois c'est incompatible. C'est-à-dire qu'on entend écologie punitive, on entend l'idée que ça vient heurter finalement notre mode de vie, notre mode de consommation, notre plaisir en quelque sorte. Bien au contraire, en fait, je pense que c'est la clé aujourd'hui pour permettre à chacun de mieux vivre, en fait. Dans un plus grand bien-être. La société d'hyperconsommation n'assure pas le bonheur humain. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. Regardez l'étude, je voudrais juste citer ça pour finir, l'étude qui vient de sortir sur le fait que les enfants jouent plus en extérieur. Et que du coup, ils sont stressés, qu'ils n'ont plus aucun contact avec, en majorité, hein, c'est pas le cas de tous les enfants, mais majoritairement, ils sont stressés. Les tablettes, les écrans. Ils n'ont plus de contact avec la nature, et donc ça génère de la mélancolie, du mal-être, etc. On fait partie du vivant, on a besoin du vivant, et donc oui, en allant vers une société écologique, ça assure aussi l'épanouissement et le bonheur humain. Je voulais vous entendre parce que vous êtes souvent dans la radicalité, Hervé Kempf. Il y a des Français qui disent mais l'écologie c'est punitif, c'est compliqué parce qu'on nous demande de moins prendre l'avion ou de plus le prendre. On peut continuer à vivre. Comment on invente la société d'aujourd'hui finalement, puisqu'on est déjà rentré dans cette société, tout en assurant finalement une forme de confort, de niveau de vie? En changeant l'idée du confort, et de toute façon, c'est pas l'écologie qui est punitive, c'est l'évolution des phénomènes qui devient punitif. Ce que nous avez expliqué et appris un peu, je dois l'avouer, sur la spirale du buis, sur tous les autres phénomènes, sur l'arrivée de ces phénomènes changés par le changement climatique et par la chute de la biodiversité et par la pollution des écosystèmes. C'est ça qui est punitif. Donc, on a tout à fait intérêt, je répète avec d'autres mots ce que vient de dire Delphine Bateau, et je suis sûr que Xavier Breton et Éric Alauzet, vous serez en gros d'accord avec
cette idée. Il faut qu'on change, qu'on arrive à trouver dans de la sobriété des bonheurs différents, quoi. Et peut-être que effectivement des enfants être dehors plutôt que devant l'écran. Et puis troisième chose aussi, ou deuxième, je sais plus, ou même 14e, les Français, c'est pas seulement un bloc, sauf peut-être pour la finale de la Coupe du Monde demain, donc après-demain. Ah oui, là c'est l'Union nationale. Il y a les Français, les classes moyennes, il y a les pauvres, et tous ces gens-là n'ont pas la même perspective. Donc je pense qu'il faut aussi voir qu'il y a un enjeu de répartition de richesse qui est absolument indispensable pour arriver aussi dans une politique écologique qui soit juste. Et il y en a qui devront faire des efforts. Les plus riches, oui, il faut le dire, moi je l'assume totalement, devront diminuer leur niveau de vie matériel. Vous êtes d'accord, Éric Alauzet, c'est compliqué d'avoir posé cette belle et dernière peut-être. Oui, je pense que oui, ça sera la dernière. Je pense qu'on vivra j'en poserai d'autres. On est au cœur du sujet, parce que derrière, on traite tout. Les questions des transports, les questions de production, d'alimentation, etc. On vivra plus en proximité, plus dans la consommation locale, avec nos paysans, avec nos amis, avec notre famille. On va recréer du lien, même temps on mangera mieux. Éric Alauzet, ça c'est le monde merveilleux d'Éric Alauzet. On se déplacera un peu moins loin, peut-être moins souvent. On triera plus. On fera plus des choix. On le fait déjà. On fera des choix plus importants, plus décisifs dans l'organisation de notre vie. Et je suis persuadé que ça coûtera moins cher. Et vous arrive parfois d'être dans votre bureau à l'Assemblée et de vous dire ça avance pas. Mais le gouvernement va pas du tout. Tout le temps. Mais il faut être toujours dans le combat. Voilà, on a le pessimisme de ce qu'on observe, de la réalité, et l'optimisme de l'action. Soyons dans l'action. C'est pour ça qu'il faut que Nicolas Hulot continue. Parce qu'il est dans l'action. Vous êtes dans la boucle, vous avez bouclé la boucle vous aussi. Xavier Breton, vous en pensez quoi? Parce que vous avez aussi des agriculteurs qui vous disent mais les écolos nous embêtent avec leur glyphosate, et puis on nous empêche de rouler, puis le diesel augmente, et puis regardez, ils mangent que bio, ce sont des Parisiens, ça vous l'entendez ça? C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans une logique idéologique, il y a des réalités sociales et des réalités économiques qui sont à prendre en compte. Elles sont en train de changer. Moi dans les Deux-Sèvres, j'ai une ferme qui se convertit au bio tous les 4 jours. Je suis complètement d'accord. Tout à fait, c'est jouable. Ce que je veux dire simplement, c'est que sur cette conception de l'écologie, moi c'est une écologie pour moi qui doit être humaine, c'est ce que l'on appelle l'écologie intégrale. C'est-à-dire qu'il y a un courant écologiste qui n'est pas représenté là, mais qui parfois est un peu à la manœuvre au niveau idéologique, qui considère que c'est l'homme qui, en tant qu'espèce, est la principale menace pour l'humanité. Et donc on le sait, c'est des courants radicaux. L'homme détruit un peu la planète. Etc. Moi je considère que l'homme vit effectivement complètement avec sa planète et qu'il a une vocation spécifique sur la planète et que l'écologie, elle doit être humaine. Et l'homme, eh bien, là aussi, il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on est. On aura sûrement des débats qui peuvent être différents. Je pense notamment sur la notion du statut de l'animal, etc., ou l'antispécisme. C'est des sujets qui sont aussi importants, qui sont aujourd'hui vraiment au cœur de notre réflexion. Simplement, moi, ce que je défends, c'est effectivement que l'homme est complètement à toute sa part dans cette action écologique et il faut qu'il prenne la notion de limite. Je trouve qu'on a été trop dans une société où on était dans l'illimité, un progrès illimité. Et là, on nous dit que c'est plus possible. Aujourd'hui, il y a des limites. Je pense qu'il y a une revue qui s'appelle de ce nom-là, d'ailleurs, qui fait des remarquables articles pour nous inciter à réfléchir, justement, à reprendre le temps, travaillons sur ces sujets-là. On a des limites dans le temps évidemment parce qu'une émission ça commence, ça s'arrête, comme l'aventure que j'ai pu vivre à LCP. Regardez, alors j'ai pas vu ce petit magnéto comme on dit, je crois que ça raconte 19 ans ici sur ce plateau. J'espère que ça va être drôle. En tout cas, ça vous fera rire. Je voulais remercier Soisy de Montvarlet, droit dans les yeux, parce qu'elle me parle ce soir dans l'oreillette. Elle me suit depuis des années. On a fait un travail formidable et je te remercie, Soisy. Merci à Charlotte Koblenz, bien entendu. On a formé une équipe incroyable et on a bien travaillé. Et je crois que c'est Soisy qui me dit à l'oreillette, et qu'elle m'a préparé une petite surprise. C'est donc la vôtre. Je crois que c'est un panorama de mes cravates, de mes costumes les plus débiles, des coupes de cheveux parfois manquées, peut-être même des fous rires, j'en sais rien. Je l'ai pas vu. On le découvre ensemble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur la chaîne parlementaire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine de Ça vous regarde. On y va? On lance les moteurs. Carrément? Oh, moi je suis comme ça. Oh putain, les moteurs directs, les moteurs réaction. On va chercher Michel qui est pas loin. Michel, le steward. Yes. Ladies and gentlemen, welcome on board. Putain, j'ai foutu du gel, je ressemble à Enrico Macias. Je ressemble, je veux dire, à Julio Iglesias.
bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Ça vous regarde de la rentrée de l'année 2010. Au nom de la rédaction et au nom de la chaîne parlementaire, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de fidélité, évidemment, à LCP et à Ça vous regarde en particulier. C'est une émission à la page avec ses réseaux sociaux. Regardez, #CVR, hein, j'ai travaillé mon langage. Ça, c'est pour Twitter. Et puis, une page Facebook, Ça vous regarde, si vous voulez poursuivre l'émission, vous exprimer, évidemment, si vous êtes, comme on dit, des geeks. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, 19h45, c'est le débat en direct. On revient évidemment sur cette conférence de presse du président François Hollande, attendue, très attendue. On va bien sûr en parler, une conférence de presse dans un contexte très particulier. On en parle avec nos invités. Une des stratégies de communication principales pour maintenir l'homogénéité sociale, c'est la peur. C'est-à-dire, on va voir les campagnes sur l'Agrippa. Aujourd'hui, quand même... Mais c'est drôle, attendez, laissez-moi finir. Je ne vous ai pas coupé la parole une seule fois, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, vous parlez... Je vous ai pas coupé la parole. Je sais que cette émission est faite pour vous, mais moi, je m'inscris en faux, monsieur. Je voudrais parler. Cette émission n'est pas faite pour ces messieurs. Je voudrais aussi exprimer... Alors, vous avez ce n'est pas fait simplement pour l'ultra-gauche, ou alors, il faut le dire, et je m'en vais. Je m'en vais. Pascal Clément, mais non, Pascal Clément, arrêtez, Pascal Clément. Bon, Pascal Clément nous quitte. C'est la première fois que vous nous quittez, Pascal Clément. Revenez, il est encore possible de revenir. Mais la démocratie, Pascal Clément. On va regarder ce... Bien sûr qu'il y a le problème des homosexuels, bien sûr qu'il y a le problème des enfants, mais en réalité... Si, vous m'interrompez. C'est pas un problème, je trouve que c'est dommage que vous employiez ce mot-là. C'est un problème d'adulte. Bon, écoutez, moi je m'en vais. Non, restez avec nous. Non, mais si vraiment, dès que je dis un mot, vous me coupez la parole, je m'en vais. C'est pas compliqué. Allez au bout de problème. C'est pas un problème. Mais j'ai le droit d'assumer si je veux penser. C'est pas ce que je pense. On a aussi le droit de vous dire que c'est pas un problème. Bon, je m'en vais. Non, mais Christine Boutin, ne quittez pas le plateau. Non, mais franchement, c'est pas possible. Christine Boutin, on vous voyait, restez avec nous. Ça serait la première fois qu'on quitte le Ça vous regarde. Non, c'est vrai que ça ne m'arrive jamais. Restez avec nous. Franchement, laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Je suis en train de vous dire ce qui est en train de se passer dans ce pays. Dans ce pays, il est en train de se passer un effondrement de la société. Nous faisons un choix, qui est de vous battre. Qui est de vous battre, oui, de tout faire pour la droite. Et de vous tout sacrifier pour vous battre. Faire, quitte à ne pas avoir d'élus, de tout faire pour vous battre. Vos alliés naturels. Ça vous gêne. Non. Ça vous gêne profondément. Non, mais on fera tout pour vous battre jusqu'au bout. Oui, mais si vous faites ça, Marine Le Pen sera, je souhaite, présidente de la République. Ce n'est pas déserter, c'est entrer en résistance contre vous. Dieu. Oui, non, ça allait. Voilà, là on vient être revenu à la vraie image. Delphine Bateau, je ne savais pas que vous étiez dans ce duel avec Jean-Marie Le Pen. Mélanie, venez, Mélanie, notre maquilleuse. Je voulais vous remercier tous les quatre. Merci d'être venus partager ce moment avec moi, cette dernière émission. Merci Hervé Kempf, reporter, site d'information utile. Éric Alauzet, député de La République En Marche du Doubs. Merci Xavier Breton, député Les LR de l'Ain. Merci à Delphine Bateau. Vous êtes députée non inscrite, mais présidente de Génération. Bientôt, c'est vrai, ça va se faire, Joyeuses vacances. Merci à tous, ça faisait 19 ans que je partageais des moments incroyables. Une partie de l'équipe est derrière. Jean-Pierre Gracien qui était directeur de la rédaction, il y a Louisa que vous avez vu sur Twitter, il y a Charlotte Koblenz, il y a évidemment Sophie Gabis qui ne pleurera pas parce qu'elle est très émue. Et il y a mon amie Émilie Aubry avec qui j'ai fait plein de bêtises sur cette chaîne et avec qui j'ai partagé des moments incroyables. Isabella, une amie, Swazik, dont je vous parle tous les soirs, c'est elle. Mélanie qui m'a maquillé, qui m'a rendu beau. Jason, c'est l'équipe internet. Et Nathalie Guilloire, une des équipes de la rédaction. Je voulais remercier tous les journalistes de la rédaction, bien sûr, qui nous ont offert des sujets, des reportages, qui se sont déplacés pour faire vivre l'émission. Toute l'équipe technique, évidemment. J'ai une pensée pour Bouzid Belmounès, qui a été mon caméraman inséparable pendant des années, avec qui j'ai tourné plein de documentaires et de reportages. Je le salue, il est à Grenoble et je lui fais un clin d'œil. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Et puis, merci d'être venu me rejoindre. C'est la première fois que j'avais autant de monde sur le plateau. Merci à vous quatre. Bonne soirée. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins. Vous allez prendre un médicament et ça va stopper la grossesse. La question de l'avortement, c'est vraiment le droit, c'est une phrase un peu bateau, mais le droit de disposer de son corps et de pouvoir décider de quelque chose. Comment les femmes vivent-elles aujourd'hui une interruption volontaire de grossesse? On cherche à comprendre avec la réalisatrice Marie-Pierre Jory, la députée Brigitte Bourguignon, la représentante du planning familial Sarah Durocher et la sexologue Catherine Blanc. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien,
demain à 20h30.